Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3669 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 29 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'Ukrainien Mykolenko, donc joueur de l'équipe d'Everton. C'est un arrière gauche, il fête aujourd'hui ses 27 ans, on lui souhaite un bon anniversaire. On peut également Nicolas Pepe, l'ailier droit ivoirien de l'équipe de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 31 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'hier il n'y a rien à dire, il n'y a pas eu de match hier soir, donc juste aujourd'hui les gars, une rencontre, les barrages retour en France entre l'AS Saint-Etienne et Nice, enfin ça sera Nice. Au match il y a eu 0-0, il s'est pratiquement rien passé, il n'y a même pas eu un tir cadré, c'était mardi le match aller. Donc là ce soir ça sera Nice, à noter que le match est à huis clos, il n'y aura pas de supporters, donc l'équipe qui gagnera, parce que ce soir il y aura un vainqueur, même s'il y a match nul, ça ira aux prolongations, voire au tir au but. Et du coup l'équipe accédera à la Ligue 1. Enfin, soit Saint-Etienne montre en Ligue 1 ou soit Nice arrivera à conserver sa place. On saura ça ce soir. On bascule maintenant sur la Ligue des Champions parce qu'aujourd'hui on est le 29 mai et la grande finale c'est le 30 mai. Donc voilà, c'est simple, J-1 avant la grande finale, demain 18h. Donc encore, j'en ai beaucoup parlé. Tout au long de la semaine on a parlé, on va en reparler encore bien sûr aujourd'hui. Donc tout d'abord le magnifique trophée de cette Champions League qui est présent à Budapest à la Puskás Arena où se déroulera la rencontre demain 18h. Et tout d'abord côté Paris Saint-Germain, donc le parquage des 20 000 supporters parisiens, Budapest est prêt. Donc il y aura une partie derrière les buts, ce sera côté Arsenal et une autre partie, ça sera côté parisien. Et on peut voir que chaque supporter aura un petit maillot à mettre, aura aussi un petit drapeau à agiter bien sûr au début ou même pendant le match. Donc tout est prêt. Donc à noter 20 000 supporters parisiens sont attendus, Budapest. À noter que 17 000 d'entre eux ont pu décrocher un billet pour assister à la rencontre. Donc c'est dire, si on fait le calcul, il y a 3 000 supporters en gros qui seront à Budapest mais qui n'ont pas de billet. Et bon, c'est peut-être d'en avoir, je sais pas, avant le match, peut-être au marché noir ou sinon ils suivront la rencontre peut-être sur leur téléphone dans des bars à côté du stade. Mais voilà, concernant bien sûr le nombre de supporters parisiens présent. Donc pour Arsenal c'est la même chose aussi, je crois qu'ils ont 17 000 billets aussi pour la grande finale. A noter donc que la plupart des personnes vont regarder le match à la télé, n'oubliez pas que le match est diffusé gratuitement sur M6. Donc 43 caméras seront déployées pour diffuser la finale de la Ligue des Champions ce samedi. À titre de comparaison, un match de Ligue 1 mobilise entre 10 à 15 caméras et là il y en aura 43 de caméras. Regardez, à chaque point bleu les gars, c'est une caméra qui sera dans le stade, donc ça va filmer tout. Vraiment tout sera filmé pour avoir le maximum d'images pour cette grande finale de Champions League. Concernant les supporters parisiens qui ne sont pas, ou peut-être qui iront, mais en tout cas hier, il y en a beaucoup qui ont sorti, les ultras du PSG sont en train d'enflammer la capitale, ils sont passés de nombreuses motos, ils ont allumé des fumigènes, tout ça avec les drapeaux du Paris Saint-Germain, donc c'était hier soir, pour envoyer de la force aux joueurs. Donc on pourrait revoir bien sûr ces scènes-là en cas de victoire du Paris Saint-Germain demain soir. Et ce qui est prévu dimanche à Paris en cas de victoire des joueurs du PSG face à Arsenal, donc le lendemain, donc le dimanche, donc défilé à pied des joueurs depuis le plateau Joffre jusqu'à la Tour Eiffel. Donc présentation du trophée de la Ligue des Champions sur une estrade au pied de la Tour Eiffel. Une éventuelle célébration au Parc des Princes, pas confirmée encore, mais ça pourrait avoir lieu. Voilà qu'ils aient présenté ce trophée de la Ligue des Champions. S'il y a victoire, ils iront le présenter au parc, bien sûr, avec le stade qui sera à guichet fermé. Et la préfecture s'attend à ce que 80 000 à 100 000 personnes soient au rendez-vous pour les célébrations peut-être de la Ligue des Champions gagnée par le PSG. On en saura beaucoup plus demain. Donc, voilà. Et concernant aussi le match donc demain qui sera diffusé sur écran géant Parc des Princes, où toutes les places ont été aussi vendues. Donc le casting de fou au Parc des Princes dès 15h ce samedi, parce que le match est à 18h, mais ça ouvre ses portes très tôt. Donc dès 15h, regardez, tous ces Rimka, Nadza, Gambi, Lamano, R2, tous ces rappeurs seront présents, ils feront un show avant la rencontre bien sûr. Donc le PSG a réservé une programmation musicale dense pour ses supporters avant le coup d'envoi du match qui aura lieu à 18h. Concernant le match, parce que l'on parlait plutôt de ce qui allait peut-être se passer après la rencontre, tout ça. Mais maintenant le match bien sûr important. À noter que les gars c'est aussi important pour l'indice UEFA donc de la France. Donc une victoire à Budapest, une finale en plus de Ligue des Champions gagnée, ça rapporte beaucoup de points. Donc ça rapporterait 2 points, c'est énorme, 2 points supplémentaires au club parisien pour l'indice UEFA.
Donc ce gain s'avère précieux pour protéger la 5e place de la France face à la menace du Portugal et conserver ainsi nos 4 billets pour la Ligue des Champions la saison prochaine. En cas de match nul et d'une décision au tir au but, le règlement classique par rapport aux points donnés s'applique à attribuer un seul point à chaque équipe. Un point pour Arsenal, un point au PSG par rapport au classement UEFA. Donc si tu venais à gagner le match directement dans les 90 minutes de jeu, ce serait 2 points. Donc c'est important parce que il y a quand même le Portugal, le championnat portugais qui est pas loin, voilà, il y a quand même le PSG, la France a quand même un sacré matelas d'avance, mais en cas de victoire demain, tu pourras encore plus éloigner le championnat portugais, qui est actuellement à la 6e position. Toujours aussi avec les infos sur le match, le PSG a déjà encaissé quand même quasiment 140 millions d'euros grâce à son parcours cette saison en Ligue des Champions. Donc demain, s'il y a victoire, le PSG pourra ajouter 10,5 millions. Si Paris venait à gagner bien sûr cette finale, ça serait quasiment 150 millions d'euros de gains en cas de victoire demain en Ligue des Champions cumulée. Donc un montant supérieur à l'ensemble des droits TV nets que devraient se partager en France les 18 clubs de Ligue 1 une fois retirés les différentes commissions. Donc là c'est Paris, donc c'est 150 millions d'euros, mais rien qu'en Ligue 1 les gars, c'est 150 millions d'euros, mais divisé par 18. Voilà, Paris toucherait une grosse part parce qu'ils ont fini premier tout ça, mais voilà, pour montrer quand même que du côté de la Ligue des Champions, c'est quand même le jackpot. La Coupe du Monde des clubs aussi l'année dernière avait rapporté énormément d'argent au club parisien qui avait atteint la finale. Luis Enrique, sur Arsenal, ils sont très forts sans le ballon, mais ils marquent beaucoup de buts. Voilà, donc c'est une équipe vraiment très forte quand il n'a pas la balle, qui sait très bien défendre. On sait que leur gros point fort, ça reste comme la défense. Arsenal, voilà, c'est une équipe très complète, il faudra faire très attention à côté Paris Saint-Germain. Donc toujours sur la rencontre demain, à noter que Hakimi s'était blessé lors de la demi-finale aller face au Bayern. Il est considéré comme apte pour la finale demain. Normalement, j'ai pas vu la compo proba, mais je pense qu'il sera titulaire. Fabien Ruiz, je pense aussi qu'il sera titulaire au milieu de terrain, donc ce qui veut dire que Zaïre Emery devrait être remplaçant pour le match. Donc devant, ça devrait être pas Barcola plutôt, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé. Donc Barcola plutôt sur le banc, Neves, Vitinha au milieu de terrain et derrière donc Mendes, Hakimi, Pacho, Marquinhos et Safonov au but. Voilà. L'équipe type devrait être alignée demain. Quasiment tout le monde est là. À noter que même Quentin N'Jantou est présent, les gars. Il est de retour dans le groupe du PSG. À noter que ce joueur est blessé depuis décembre dernier. C'était blessé contre Vendée Fontenay Foot, une équipe de National 3. C'était un tour de Coupe de France pour le PSG. C'est le dernier match de l'année dernière, en gros, en 2025. Donc il revient, il est prêt pour le match. Enfin, est-ce qu'il jouera? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est dans le groupe. Il devient donc à 18 ans et 10 mois le plus jeune Français à être convoqué pour une finale de Ligue des Champions devant Kingsley Coman avec la Juve contre le Barça en 2015 à 18 ans et 11 mois. Donc lui fait mieux d'un mois, en gros, que le record de Kingsley Coman. On va parler aussi de Vitinha, qui sera très important, bien sûr, Vitinha, parce qu'on sait que c'est un joueur exceptionnel. Mais regardez, ses stats en Ligue des Champions, en Ligue 1, c'est le numéro 1 de nombre de ballons touchés. Donc le joueur ayant touché le plus de ballons en Ligue des Champions, par match, on va dire, par 90 minutes jouées, 108 ballons. Voilà, donc personne en Ligue des Champions touche plus de ballons que lui cette saison. Et pareil en Ligue 1, 127 ballons touchés par 90 minutes de temps de jeu en Ligue 1. Voilà, donc il est premier dans les deux compètes, Vitinha. On continue avec Walid Cherchour, il parle de Kvaratskhelia, on espère qu'il soit en grande forme, Kvaratskhelia. Donc il a dit c'est le meilleur joueur du monde en Ligue des Champions. Ces soirées-là sont réservées à certains joueurs et Kvara en fait partie. Donc Kvara fait une épopée légendaire qui pourrait se terminer de la meilleure des manières contre Arsenal. Donc les standards qu'il a mis contre Chelsea, Liverpool, le Bayern, si on a ce Kvara là demain, je ne vois sincèrement pas ce qu'il peut arriver au PSG. Voilà, bon, après on verra, ça reste une finale, tout peut arriver, mais c'est que Kvara, les gars, c'est un joueur exceptionnel et c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, il ne faut pas avoir peur de le dire. S'il y a demain victoire et s'il nous fait un gros match, oui, on pourrait peut-être penser au Ballon d'Or, mais vu que la Géorgie n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, ce ne sera pas possible pour lui de remporter ce Ballon d'Or, mais en tout cas, vraiment, c'est un excellent joueur en espérant que demain, il nous fasse vraiment une masterclass, on sait qu'il peut le faire. Lui aussi, les gars, serait très attendu demain, Ousmane Dembélé. Et dans l'entourage de Dembélé, on affirme que le joueur pense à un deuxième Ballon d'Or. Forcément, il y pense et il sait que demain, une finale de Ligue des Champions, tout le monde va regarder le match. Voilà, c'est un match que personne manque. Même si un supporter, il est neutre, il n'aime aucune des deux équipes, Paris ou Arsenal, tu es obligé de regarder. Ça ne se loupe pas une finale de Ligue des Champions. Donc il y pense. Demain, il sait qu'en faisant un gros match, il va rapporter beaucoup de points pour gagner le Ballon d'Or, même si c'est encore la Coupe du Monde, mais il joue avec l'équipe de France, une équipe aussi qui peut aller très loin en mondial. Donc il le sait. Donc quand tu te dis en plus que tu es en finale, qu'il y a la Coupe du Monde ensuite, tu es réfléchi peut-être à aller faire le back-to-back
au Ballon d'Or, donc ça passe déjà demain par une victoire obligatoire s'il veut avoir ce trophée. Donc Ousmane a une nouvelle mentalité depuis l'année dernière, il a envie de marquer, il est devenu encore plus consciencieux et il a mesuré à quel point les distinctions avaient un impact sur la popularité, avec une reconnaissance énorme bien sûr. Il sait que ça dépend du mondial et d'une victoire en finale de Ligue des Champions, mais il en vit vraiment, il le sait, donc il saura. Là, de toute façon dans les prochaines semaines, pendant un mois là, il saura les gars s'il peut aller le chercher ou pas, ce deuxième Ballon d'Or. Tout dépend de ce qu'il va réaliser. Et Stoichkov, donc un ancien Ballon d'Or, il a gagné celui de 94, voilà ce jour-là. Sur Dembélé, il a dit aujourd'hui Dembélé est au top du top, mais pourquoi? Parce que Luis Enrique est le coach, il n'y avait pas mieux pour le motiver. Combien de coachs as-tu lu avant et comment cela s'est-il passé à Barcelone? Son comportement avait été un désastre, il arrivait en retard, il se blessait quasiment tous les 2 matchs, il était blessé, voilà, parce que son hygiène de vie était n'importe quoi, il s'est remis en question. Il a changé beaucoup de choses, voilà. Et depuis, il est devenu le footballeur qu'il est. Aujourd'hui, ce n'est plus le même. Il court, il presse, il distribue, il marque, il joue pour l'équipe. C'est le vrai Dembélé. Voilà, donc un joueur maintenant de classe mondiale. De toute façon, quand tu gagnes un Ballon d'Or, c'est que tu es considéré comme un joueur de classe mondiale. Ça, c'est sûr et certain. Et Dembélé est devenu aussi très sélectif avec les marques qu'il représente. Donc face aux milliers de demandes de deals lucratifs proposés, il pourrait multiplier par 4 ou 5 son chiffre. Mais non, parce qu'il reçoit tellement de partenariats qu'il ne veut pas être représenté par tout le monde. Voilà. Donc une grande marque de vêtements de luxe et toute forme d'entreprise de paris sportifs ont vu par exemple leur offre repoussée. Voilà. Il a noué un partenariat avec la marque de prêt-à-porter italienne Zegna, avec la marque de haute parfumerie Henri Jacques, de cosmétiques électroménagers pourrait suivre, mais voilà, il ne veut pas être non plus associé avec des paris sportifs par exemple. Il ne veut pas avoir son image par rapport à ça, mais sinon il pourrait gagner beaucoup plus d'argent bien sûr. Il en gagne déjà pas mal, mais en tout cas, voilà ce qu'on apprend. Et toujours avec Dembélé, parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a eu un article sur Ousmane Dembélé dans le journal L'équipe. Et en France, être une rockstar, c'est vivre autrement. Depuis son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé ne peut plus parcourir Paris en location de Villeurbanne ou même manger au restaurant sans privatiser la salle. Maintenant, quand il va au restaurant, il est obligé de privatiser la salle. Voilà, donc c'est lui et ses proches. Il n'y a pas d'autre personne dans la salle que lui, en gros. Donc sa présence publique provoque désormais un attroupement dans les 3 minutes. Tout le monde lui demande des photos, des autographes, tout ça. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il pouvait un peu tranquille marcher. Tout ça, maintenant, il est hyper reconnu. Avec surtout ce Ballon d'Or qui change de très grands joueurs à joueurs de classe mondiale. Voilà, donc il est devenu un joueur comme ça maintenant. Ousmane Dembélé, donc voilà quelques infos concernant le Ballon d'Or actuel. Il sait que demain, il joue très gros peut-être pour aller chercher un deuxième. Regardez cette joueuse de tennis les gars, parce qu'actuellement il y a Roland Garros, elle s'appelle Diane Paris. On peut voir le maillot qu'elle porte. Donc elle va soutenir le PSG, elle porte le maillot parisien. Elle est en conférence de presse avant un match de tennis. Côté Arsenal, parce qu'on en a parlé côté parisien, côté Gunners. Donc tout d'abord, hier, les joueurs d'Arsenal sont en route pour Budapest. Tout s'est bien passé, le trajet s'est bien passé. Regardez, ils sont arrivés hier soir, je ne sais pas quelle heure exactement, mais ça, ils sont bien à Budapest. Là, notez que les joueurs du PSG, eux, partent ce matin. Voilà, donc là, peut-être ils sont dans l'avion là, et ils arrivent aux alentours des midi. Voilà, Budapest. Donc entraînement pour les deux équipes. Voilà, cet après-midi. Voilà, donc la Puskás Arena, il y a les conférences de presse également de Arteta et de Luis Enrique cet après-midi également, vu que le match a lieu demain. Donc voilà, côté Gunners, très confiant. Tiens, regardez par exemple celui qui gère les réseaux sociaux d'Arsenal, donc il a questionné à chaque fois les joueurs qui allaient prendre l'avion. Donc je me sens bien, je suis excité. Odegaard, le capitaine, Declan Rice, je suis très confiant avant la finale. Lewis Kelly, ça sera très spécial. Keia Havertz, ça sera un match incroyable. Donc les Gunners sont fin prêts pour la grande finale. Et Mikel Arteta, il a dit je suis très confiant pendant 90 minutes, ça sera le showtime, en gros, ce sera un très grand match de Ligue des Champions, on verra, oui, de toute façon quand c'est une finale, c'est un très grand match de Ligue des Champions, et lui il le dit, qu'il est très confiant dans ce match, demain vraiment il voit son équipe battre, parce qu'il l'a dit il y a quelques jours, il se voit champion d'Europe, peut-être, oui, Arsenal a totalement ses chances de gagner la Ligue des Champions, on verra, la vérité ça se passe sur le terrain. Et Riccardo Calafiori, donc joueur italien d'Arsenal, l'a dit bien sûr le PSG a gagné la saison dernière, mais je vois comme ça, comme une opportunité, car peut-être nous voudrons plus la coupe qu'eux, parce que du coup Paris l'a déjà gagné, Arsenal l'a jamais gagné, peut-être ils seront encore plus motivés que les joueurs du PSG à aller chercher du coup cette première Ligue des Champions. Voilà. On verra parce que bien sûr ils peuvent, puis s'ils venaient à gagner la Ligue des Champions Arsenal, ça sera la plus grande saison de leur histoire. S'ils font Première Ligue et Ligue des Champions sur la même année,
Ça serait bien sûr exceptionnel pour eux. Et à noter concernant Arsenal, attention, parce que concernant leur jeu, donc l'intelligence et le vice des Bad Gunners d'Arteta cette saison, donc tout est calculé et c'est très astucieux. Donc les Parisiens et Daniel Sieber, donc l'arbitre du match demain, vont devoir être très attentifs samedi parce que c'est une équipe qui casse totalement le jeu Arsenal, les gars. Écoutez bien, donc l'art de ralentir le jeu quand il faut. Donc l'une des forces des Gunners, c'est-à-dire les gars, quand ils par exemple sont sous pression, et ben ils cassent totalement le jeu. Voilà, quand il faut aller faire une touche, ils mettent 30 secondes à faire une touche, ça casse le jeu, ça casse le rythme. Ils savent faire, ils l'ont fait souvent cette saison. Donc savoir casser le jeu. Lorsque le jeu est arrêté, les Gunners ne s'empressent pas de le reprendre. Le ballon est éloigné, les remises en jeu sont délibérément retardées. Comme j'ai dit, ils prennent énormément de temps pour casser, s'ils sont sous pression. Ils savent, c'est un truc qu'ils font souvent. Donc Arsenal impose le rythme pour ne jamais en gros subir. Parce que s'il y a trop de pression, comme j'ai dit, s'il y a une touche, ils vont mettre 30 secondes à la faire. Puis du coup, ça perd du temps. Puis ça casse le rythme en gros du match. Donc stat intéressante, Arsenal est classé 30e en temps de jeu effectif en Ligue des Champions. C'est-à-dire en gros que en temps de jeu effectif, c'est-à-dire le jeu réel, le jeu réel, sinon le reste du temps c'est des touches, des corners, des 6 mètres où ça prend du temps. C'est-à-dire qu'Arsenal est l'une des équipes qui joue le moins en gros. C'est-à-dire que souvent le match est arrêté. Avec eux, c'est voulu. Donc une lenteur assumée. Donc stat édifiante face à Brighton en Première Ligue il y a quelques semaines. Donc c'était en mars dernier. Les Gunners sont passés plus de 30 minutes juste à remettre la balle en jeu. 62 secondes avant d'exécuter un coup franc. Plus d'une minute, c'est énorme. 69 secondes pour un autre coup franc. Encore. 44 secondes pour effectuer un renvoi au 6 mètres. Ou plus d'une minute pour tirer un corner. Voilà, donc ça c'est... résultat, regardez, ils avaient gagné 1-0. Ils avaient gagné 1-0 face à Brighton parce qu'ils ont cassé totalement le jeu. Ils avaient été dominés face à cette équipe de Brighton. Mais du coup, ils avaient fait leur plan là, de perdre beaucoup de temps. Puis à la fin du match, ils ont gagné. Puis à la fin de la saison, ils gagnent la Première Ligue. Donc les Gunners, ça mettent en moyenne 44 secondes en gros à tirer leur corner. C'est un record en Première Ligue. Jamais une équipe met autant de temps. Voilà. Donc 34 buts sur phase aussi arrêtés. Voilà. Donc sans aucun doute, le point fort d'Arsenal, les Gunners les cherchent. C'est vrai que demain, ils vont essayer de chercher les corners. Dès qu'ils auront un corner, ils vont tout tenter. Ça sera leur atout numéro 1. Ou même les touches lointaines, tout ça. On sait qu'ils sont très forts de la tête, tout ça. Ils vont essayer de mettre le PSG en difficulté sur ça. Je me souviens très bien la demi-finale l'année dernière, les deux demi-finales face au PSG. Dès qu'ils avaient une touche, les gars, pour eux, c'était des corners. Je ne sais plus qui faisait les touches, mais ils tentaient à chaque fois de la mettre dans la surface de réparation. On pense que demain, ils feront exactement la même chose. Donc, les joueurs amplifient les contacts et vont au duel dans les zones très spécifiques pour forcer la faute. Voilà. Que ce soit perte de balle ou encore faute immédiate, tout est calculé. Cette technique permet d'étouffer les contres, de réorganiser le bloc et de dégoûter l'adversaire, de casser le jeu, tout ça. Donc, en jouant constamment avec la limite, la lecture de l'arbitre devient une de leurs plus grandes armes. Daniel Sieber, donc l'arbitre demain, c'est ce qu'il attend demain soir. Parce que oui, tu peux laisser un petit peu de temps, mais quand tu vois des plus d'une minute pour tirer un corner, pour moi c'est scandaleux. Voilà, c'est vraiment casser totalement le jeu. Après, c'est leur façon de jouer. Ils ont fait ça toute la saison Arsenal. Donc demain, on se dit que surtout une finale de Ligue des Champions face à Paris, tout ça, ils vont peut-être essayer de faire leur technique. C'est surtout, je pense, dans le match, il ne faut pas que Paris soit mené. Parce que si Paris va être mené, je pense qu'ils vont cadenasser derrière. Comme je dis, ils vont prendre beaucoup de temps à tout faire. Ils vont jouer le chrono maximum. Donc on verra. On verra comment ça se passera le match. Il peut se passer plein de scénarios. Il peut y avoir un carton rouge au bout de 5 minutes de jeu. Il peut avoir le PSG peut mener 2-0 au bout un quart d'heure. Ou ça peut être l'inverse. Voilà, de toute façon, un match, on ne sait jamais comment ça se déroule. Mais voilà ce qu'il y avait à dire sur ce match. On en reparlera demain, les gars, bien sûr, de cette grande finale. On continue, on va parler maintenant du Barça. Et on va parler de ce blondin Anthony Gordon. Ça y est, les gars, il atterrit à Barcelone. Hier, il a pris son jet privé, Newcastle, direction Barcelone. Ça y est. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il va signer au Barça. Here we go de Fabrizio Romano. Donc ça y est, donc Gordon va signer un contrat de 5 ans avec le Barça. Donc ça peut être officiel soit aujourd'hui, soit demain samedi. Voilà, donc je peux voir, ça peut être peut-être demain, on verra, ou aujourd'hui. Donc il va signer pour 80 millions d'euros, 70 plus 10 millions de bonus. Donc à noter qu'Anthony Gordon a déjà augmenté vachement son nombre de followers. Regardez, sur Instagram 671, et même s'il n'a pas encore officiellement signé, il est déjà 1 million. Voilà, il a déjà pris quasiment plus de 330 000 abonnés, rien que parce qu'il y a des grosses rumeurs en gros qui pourraient rejoindre le Barça. Donc voilà, Gordon, on se dit que on va pas non plus sterniser sur lui parce que c'est fait. Voilà, il a passé même sa visite médicale hier, tout est ok, donc l'officialisation peut intervenir à tout moment.
C'est pas fini les gars, le Barça qui est très actif sur ce début de mercato. Le Barça maintenant accélère pour recruter Bernardo Silva. Donc lui c'est gratuit. Gordon c'est payant, mais lui c'est 0 € vu qu'il est en fin de contrat avec City. Donc des sources proches du joueur affirment que le Barça est en pole position sur ce dossier. Et surtout le Portugais est très apprécié par Hansi Flick. Hansi Flick veut Bernardo. Donc Bernardo attend le Barça. Donc ça sera soit Rashford soit lui. Donc s'il venait à être recruté par le Barça, Rashford du coup ne resterait pas. Il retournera à Manchester United. Il plaît beaucoup à Deco. Donc voilà, concernant Silva, on se dit aussi que ça peut être une signature aussi très dans les futurs jours très prochaines du Barça. C'est pas fini. Donc là, dans le secteur défensif, on sait que le Barça était sur Bastoni, mais du coup, ça peut pas se faire, c'est trop cher. Et bah du coup, actuellement, le Barça travaille actuellement sur un transfert de Vardiol, donc défenseur de City. Bon, lui, après, c'est aussi très cher. Vardiol, City, je sais plus, il avait acheté combien, 70-80 à l'époque quand il était à Leipzig. Je pense pas que City vont casser le prix, le vendre 30 millions. Non, je pense que ça sera encore un prix énorme. En tout cas, d'après Parti d'Azocopé, il dit en gros que voilà, le Barça travaille sur ce transfert-là, même si je pense que c'est très peu probable parce que le Barça injecte beaucoup d'argent là. Pourtant, le Barça, depuis 7 ans, les gars, ils recrutaient pratiquement personne ou vraiment des joueurs en fin de contrat ou des prêts, tout ça. Et là, ils sont en train d'envoyer vraiment beaucoup de millions. On verra Vardiol, on garde ce dossier de côté. Et aussi Alvarez, les gars. Parce qu'Alvarez, là, c'est aussi un très gros montant. Donc Alvarez attend un accord personnel avec le Barça. Et Julián Alvarez insiste auprès de l'Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Voilà. Donc l'Atlético, assure eux. Regardez. Donc Alvarez, d'après les infos en Espagne, donc lui, il veut aller du côté du Barça. Voilà, ok. Donc l'Atlético, donc ce club actuel, assure qu'Alvarez n'est pas à vendre. Les colchoneros s'assurent aussi n'avoir reçu aucune offre du Barça ni d'aucun autre club comme le PSG, par exemple. Même pour 100 millions d'euros, ils ne négocient pas, ils ne s'assoient pas pour discuter. Ils attendent beaucoup plus. S'ils venaient à partir, parce que pour l'instant, il n'est pas à vendre. Après, c'est une stratégie aussi de mercato, les gars, dire qu'un joueur n'est pas à vendre pour faire monter les enchères, bien sûr, pour faire monter le prix du joueur. Parce que moi, je pense qu'Alvarez partira. Le mercato est très long, c'est jusqu'à fin août, mais on pense que s'il vient à partir, ça pourrait se faire là dans le prochain mois, même dans les 2 prochaines semaines avant la Coupe du Monde. Donc voilà, et l'Atlético désigne le Barça au sujet de Alvarez. C'est une attitude de petit club en parlant du Barça. C'est une source au sein du club de l'Atlético qui a dit ça. Le club n'a reçu aucune offre pour le joueur et aucune rencontre n'a eu lieu. Alvarez n'est pas à vendre. Nous en avons marre de subir depuis des mois des mensonges, des demi-vérités ou des histoires montées de toutes pièces. Voilà ce qui se passe actuellement. Ça va dans tous les sens. Après, c'est le mercato. On est habitué. Quand on suit un peu le foot, on sait que des fois, ça va un peu en zigzag. Et ben, c'est le cas maintenant avec Alvarez. Bon, moi, personnellement, comme je dis, moi, je pense qu'il partira. Je le vois bien partir à l'Atlético. Il a déjà fait 2 ans sans trophée. Puis, on se dit, voilà, c'est un club qu'on ne voit pas remporter de trophée. Après, oui, ils peuvent toujours peut-être lutter sur une première place de Liga, mais c'est compliqué. Et oui, je le vois bien filer peut-être au Barça ou au PSG. Et on apprend aujourd'hui, c'est l'émission Cherindo TV, que le PSG aura offert 120 millions d'euros plus 2 joueurs à l'Atlético Madrid pour Alvarez. Voilà. L'Argentin se voit proposer le même salaire qu'Ousmane Dembélé, 22 millions d'euros net. Voilà. De toute façon, s'il venait à partir Alvarez, ça sera soit le Barça, soit le PSG. Donc le joueur, j'ai l'impression, a plutôt une préférence pour le Barça, mais si c'est pas possible financièrement, le PSG peut être vraiment une option pour lui. À noter, on voit 2 joueurs qui pourraient être proposés à l'Atlético plus de la somme de 120. On parle beaucoup de Canguilhi et de Gonzalo Ramos. Voilà, maintenant, on attend de voir. Rien que déjà la semaine prochaine, je pense que ça va s'accélérer avec la finale de la Ligue des Champions qui va être jouée. Là, la saison sera officiellement terminée parce que la finale, elle c'est toujours le dernier match de club chaque saison. Donc après, là, vraiment, on sera focus sur le mercato avant le début du mondial. Voilà ce qu'à dire côté Barça, tout ça avec Alvarez. On continue à côté Real Madrid. Donc le Real Madrid apprécie beaucoup Bastoni, que le Barça voulait. Maintenant, le Barça, ils ont mis le Bastoni de côté. Ils ne le veulent plus. Voilà, peut-être parce qu'il est trop cher, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Real Madrid apprécie beaucoup Bastoni et João Neves, le milieu du PSG. 2 transferts très compliqués. Voilà, parce que du côté de l'Inter, Marotta, il avait le directeur général de l'Inter, il a dit qu'il n'est pas à vendre Bastoni. Et João Neves, on ne voit pas quitter le PSG. Après, voilà, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le Real Madrid adore les 2. Le Real Madrid est aussi intéressé par le retour de Victor Munoz au sein du club, lui qui est parti à Osasuna. Je crois qu'il joue au Real à l'époque. Le Real a une clause de rachat et souhaiterait même le faire venir. Je crois qu'en plus ce joueur a été appelé du côté de la liste de l'Espagne pour le mondial. Concernant Hendrik, qui restera lui au Real la saison prochaine, est une option pour jouer ailier droit au Real Madrid. Voilà, donc ailier droit, saison prochaine, ça sera certainement sa position. Florentino Pérez également en interview. Donc ce week-end, je vais à la finale de Ligue des Champions car Séphirine, le président de l'UEFA, l'a invité. Voilà, suivre cette rencontre. Je vais lui dire que je vais lui envoyer un énorme dossier sur lequel nous avons encore travaillé pendant 3 ans concernant l'affaire Negreira. Il va voir Séphirine, puis il va lui dire
Vraiment, il faut que tu fasses quelque chose par rapport à l'affaire Negreira, hein, que le Barça aurait payé le vice-président des arbitres là, à l'époque. Hein. Donc c'est le pire cas de corruption de toute l'histoire du football. Il lâche pas le morceau. Hein. Pérez, les gars, il veut vraiment que le Barça soit sanctionné. En gros, hein, il dit que le Barça lui a volé des ligas hein, sur les dernières années. Voilà ce qu'a pu dire Pérez. Hein. Toujours avec lui, hein, donc ma société vaut bien plus que le Real Madrid. Hein, je ne sais pas combien vaut celle de Riquelme. Riquelme est son adversaire pour les élections, mais pas que les élections auront lieu le dimanche 7 juin, pas ce dimanche-là, le dimanche suivant. Hein. Mais cela donne l'impression qu'il est venu parce qu'il a besoin du club pour sa société. Voilà. Et toujours avec Pérez, hein, j'ai toujours recruté les meilleurs joueurs du monde. Hein. Les meilleurs seront toujours avec nous et les gens le savent hein, du côté du Real. Et par rapport à Vini, il a dit je veux qu'il reste au Real Madrid hein, car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, je crois que c'est la dernière déclaration de sa part. Voilà ce qu'elle va dire un côté Real. On bascule maintenant un peu sur la Coupe du Monde hein, parce qu'il y a aussi le mondial là, qui commence dans 15 jours à peu près. Oui, dans ces eaux-là. Bon bref, l'Argentine, c'est un pays quand même qui a gagné la dernière Coupe du Monde. Ça y est, la liste vient d'être dévoilée. Je crois que quasiment toutes les listes ont été faites. Je ne sais même pas si en reste une. Bon bref, en tout cas, la liste vient d'être dévoilée par Lionel Scaloni pour le premier match, 3h du matin. Un Argentine-Algérie, hein, ça va être le feu. Hein. Ensuite, un Argentine-Autriche, 19h et un Jordanie-Argentine à 4h du matin, le 28. Donc voilà. Donc du coup, on va regarder nous bien sûr le groupe. Et déjà, voici tous les joueurs à noter. 3 joueurs de l'OM quand même appelés hein, dans la liste des 26. Donc il y a le gardien Rulli et il y a 2 défenseurs, Balerdi et Medina. Voilà, en tant que Marseillais, donc 3 sont appelés. Donc bien sûr, la légende Lionel Messi est bien sûr là. Hein, donc on va en parler juste après, on peut en parler maintenant. Hein, Messi les gars, du coup ça sera une nouvelle Coupe du Monde, du coup ça sera sa 6e. Il était là en 2006, 2010 comme Ronaldo. Hein, Ronaldo aussi sa première ça a été en 2006 comme Messi, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026. Peut-être sa dernière les gars. Donc en même temps la 6e Coupe du Monde de Ronaldo et de Ochoa aussi le gardien mexicain aussi qui jouera sa 6e et certainement dernière Coupe du Monde. Hein. Donc les autres joueurs bien sûr appelés. Hein. Donc Nico Paz est là, tiens, le jeune joueur de Como, c'est mérité. Hein. Donc il y a qui d'autre Alvarez, hein, l'attaquant de l'Atlético qu'on a parlé un peu avant. Lautaro Martinez est aussi présent. Au milieu de terrain, donc du Enzo Fernandez, du McAllister, du Lo Celso, Valentin Barco, joueur de Strasbourg, a été appelé. Rodrigo De Paul ou même Leandro Paredes, un joueur maintenant qui joue Boca Junior. Et en défense, hein, donc du Tagliafico, du Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, un joueur du Benfica, ou même Montiel qui est un joueur de River Plate hein, et les gardiens donc Emiliano Martinez est bien sûr présent. Donc voilà la liste de l'Argentine hein, pour cette Coupe du Monde et du coup c'est désormais officiel, on peut dire hein, que les 3 là qu'on a souvent parlé quand même depuis 15 ans, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, les 3 seront là pour le mondial. Bon, pour Neymar, comme je dis, hein, il y a un peu des soucis de blessure, est-ce qu'il sera présent? Enfin on espère pour lui, mais en tout cas ils sont bien chacun dans leur liste. Et certainement, ce sera leur dernière Coupe du Monde pour les 3. Ils seront certainement pas là pour la prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est exceptionnel hein, d'avoir les meilleurs joueurs du monde pour cette Coupe du Monde. À noter les absents aussi côté Argentine, parce qu'on a parlé de ceux qui sont là. On a noté des absents, ceux qui sont pas là. Dybala n'est pas là. Di Maria, bon, Di Maria, de toute façon, il avait annoncé qu'il prenait sa retraite. Il y a qui d'autre? Donc Armani, il y a qui Correa par exemple, Foyt ou Acuna. A noter qu'aussi Franco Mastantuono aussi n'est pas là, hein, le joueur de... Regardez, hein, du coup là c'est tous les joueurs quand même du Real Madrid qui sont pas là et du coup on peut rajouter Franco Mastantuono. Il était dans la pré-liste hein, de l'Argentine, dans la liste finale des 26 joueurs, il n'a pas été retenu. Donc voilà, comme tous ces joueurs du Real Madrid ne seront pas à la Coupe du Monde. C'est quand même fou. Hein. Il y a des joueurs, on se serait dit, ils auraient pu y aller, mais non, ils n'ont pas été appelés. Toujours avec le mondial, tiens, les Lions de la Teranga, donc l'équipe sénégalaise, vient d'arriver aux États-Unis hein, pour dans leur quartier de base, bien sûr, pour préparer la Coupe du Monde hein, pour le premier match pour eux d'ici à peu près 3 semaines, on va dire, hein, face à l'équipe de France, bien sûr, pour le premier match. Tiens, Pape Gueye, les gars, se remémore la finale de la CAN 2025 face au Maroc où le Sénégal s'est imposé 1-0. En plus, c'est lui qui a marqué le but. Hein. Il a dit, donc il y a eu des faits de jeu avec l'arbitre, des décisions incomprises hein, lors de ce match. Hein. C'est de l'injustice. On sent que, ben voilà, on est à l'extérieur. Il sentait que c'était pas sur terrain neutre, hein, donc parce que la finale avait lieu au Maroc, c'était le pays organisateur qui était en finale. Donc il sentait vraiment que c'était à l'extérieur, parce qu'il a dit que l'arbitre, il y avait beaucoup d'incompréhension avec les décisions arbitrales. Toujours du côté du Sénégal, on va parler de Ismaïla Sarr, parce que c'est officiel, il est élu joueur de la saison en Conférence League 1, lui qui a remporté en plus le titre, là, c'était avant-hier, hein, ils ont gagné 1-0 hein, contre l'équipe du Rayo Vallecano, et c'est lui, les gars, l'ancien Marseillais, qui a été élu meilleur joueur de cette compétition. Du côté de la Belgique, à Mathias Fernandez Pardo, sur son choix de représenter la Belgique et pas l'Espagne. J'ai plus une mentalité belge qu'espagnole.
Bon, je pense, les gars, je ne vous cache pas, hein, je pense qu'il attendait plutôt l'Espagne, parce que je me souviens, avant, j'en ai déjà parlé de ce joueur-là, lui, voilà, il voulait représenter l'Espagne, il a vu qu'en gros, c'était peut-être cuit. Hein. Pour lui, il n'avait pas sa place en Coupe du Monde, et du coup, il s'est dit, peut-être avec la Belgique, j'ai plus de chances de jouer à la Coupe du Monde, et du coup, maintenant, il dit qu'il a plutôt la mentalité belge qu'espagnole. Bon, voilà ce qu'il dit, mais je pense que si vraiment il aurait su qu'il y avait une place à prendre du côté de l'Espagne, parce que vraiment en attaque, il est attaquant, on sait que c'est quand même bouché en Espagne, il y a énormément de joueurs, énormément de concurrence. Je ne pense pas qu'il aurait été pris. Du coup, il a fait le choix de la Belgique. Hein. Mathias Fernandez, pardon. On continue avec la Tunisie. Et c'est officiel que la Tunisie dévoile leur nouveau maillot pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est officiel. Le maillot rouge, maillot domicile, et le maillot blanc, le maillot extérieur. Tout autre chose, on va parler cette fois-ci du Ballon d'Or qu'on a un peu parlé tout à l'heure avec Ousmane Dembélé. Ça y est, on connaît date, lieu, tout ça. Donc il va y avoir du changement, les gars. Donc déjà, la cérémonie de la 70e édition du Ballon d'Or aura lieu déjà à Londres et pas à Paris. Déjà, c'est une nouveauté. Hein. Donc en Angleterre, et ça sera le 26 octobre prochain. Voilà, je crois que ce sera certainement lundi. Je sais que c'est souvent les lundis. Voilà, le 26 octobre à Londres, ça sera la cérémonie du Ballon d'Or. C'est officiel. On continue avec une autre info officielle. C'est Adrien Thomasson. Donc quitte le Racing Club de Lens. Hein. C'était comme le capitaine cette saison, les gars, de l'équipe de Lens. Donc voilà, c'est fini pour lui. Il a annoncé, le Racing Club de Lens a annoncé son départ. Et dans la foulée, on connaît son nouveau club. Hein. Thomasson rejoint le Stade Rennais jusqu'en 2029, donc il arrive libre. Hein. Donc voilà, c'est dommage. Il a pu jouer la Ligue des Champions, du coup il va à Rennes qui jouera l'Europa League la saison prochaine. Du côté de l'OM, c'est également officiel. Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM, il remplace Mehdi Benatia. Donc les premiers mots de Grégory Lorenzi à l'OM. Hein. L'OM est un club historique très spécial, très populaire, très excitant. À nous de trouver le meilleur équilibre entre le projet sportif et notre réalité économique. Hein. Tous les clubs veulent réduire leurs coûts. Mais quand on est à l'OM, hein, on a aussi l'ambition de gagner des matchs, des trophées, rendre fier une ville, hein, d'être compétitif. L'objectif est de retrouver de la sérénité, de la stabilité dans une équipe vraiment qui était en grande difficulté comme cette saison. Hein, vraiment, surtout là depuis le début d'année en janvier. Hein. Donc j'ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d'esprit. Il a parlé, vu que c'est le directeur sportif, c'est celui qui gère un peu le recrutement, tout ça. Il a parlé de en gros, donc il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion de qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. Donc s'il y a une opportunité qui se présente, forcément elle sera à réfléchir, mais à la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de la gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. Voilà. Donc pour l'instant, on se dirige toujours vers un départ comme de Greenwood. Voilà, on parle beaucoup de l'AS Roma, qui pourrait être club qui pourrait essayer de le recruter. Et toujours avec l'OM, Marseille aussi a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Voilà, ça sera ce maillot là, donc toujours blanc, voilà, ce maillot domicile. Donc le nouveau logo avec le droit au but quand même rajouté, parce qu'avant on voyait que le logo bleu, mais là ils ont mis la petite étoile au-dessus et le droit au but en dessous en doré. Hein. Donc CMA, CGM, donc Puma, le col aussi, hein, le col désolé jaune-bleu. Voilà, donc je trouve plutôt beau hein, ce maillot de Marseille pour la saison prochaine. Et on finit juste avec quelques infos rapides. Tiens, Konaté les gars, défenseur français de Liverpool, qui est en fin de contrat dans un mois et un jour, hein, le 30 juin prochain. Et on apprend aujourd'hui qu'il devrait quitter Liverpool cet été. Parce que depuis longtemps on parle d'une prolongation et du coup il n'y a rien qui arrive et du coup il devrait partir libre. Il peut être du coup libre dès le 1er juillet prochain. Ibrahima Konaté. Et on finit avec Davide Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti. Hein. Il va devenir le nouvel entraîneur normalement de Lille. Il va prendre la succession de Bruno Genesio qui a quitté le club il y a quelques jours. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur toute l'actualité du foot. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain on parlera encore beaucoup de la finale de Ligue des Champions prévue du coup demain soir 18h. Voilà. Allez, moi je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.